Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo de... Oui, il pleut. Il pleut mais il fait 20 degrés, donc qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Cette vidéo, peut-être que certains d'entre vous qui sont là depuis un certain temps sur la chaîne, le sujet je l'ai déjà abordé succinctement, de façon référentielle, dans d'autres vidéos, dans d'autres thématiques. Donc si vous savez, si vous connaissez tous les aspects, les enjeux de cette confrontation qu'il y a entre le monde unipolaire et multipolaire, là dans ce cas-là, allez voir une autre vidéo parce que je pense que mon avis, ce que je vais dire dans cette vidéo, vous l'avez déjà entendu. En revanche, si cette lutte, si ce conflit entre le monde unipolaire et multipolaire vous paraît un petit peu obscur, vous paraît, vous n'en avez peut-être jamais entendu parler, ou je ne sais pas si ça paraît un petit peu fou pour vous, et que vous avez peut-être besoin d'avoir une vision d'ensemble, une sorte de révision globale de la situation, eh bien je vous invite à rester et d'essayer de comprendre pourquoi finalement certains événements que vous voyez aujourd'hui dans les médias, à l'échelle nationale comme internationale, certaines orientations, certains choix idéologiques, politiques, finalement, quand vous connaissez les tenants, vous vous dites « Ah ouais, normal, logique ». Alors, qu'est-ce que c'est que cette lutte, ce conflit de ces deux mondes que sont le monde multipolaire et le monde unipolaire? Alors, simplement, succinctement, je ne vais pas aller dans le détail, les deux mots suffisent à eux-mêmes à comprendre de quoi on parle. Unipolaire, uni, c'est-à-dire un seul. Multipolaire, multi, donc plusieurs. Le monde unipolaire, c'est quoi? C'est tout simplement la volonté de certaines entités, de certaines puissances, qu'elles soient politiques, idéologiques, économiques et financières, plus particulièrement, à vouloir installer aux yeux de l'opinion un nouvel ordre mondial. C'est-à-dire un nouvel ordre mondial, c'est-à-dire une gouvernance mondiale qui aurait la responsabilité d'arrondir les angles, de résoudre un certain nombre de problèmes, alors qu'à l'heure actuelle, on le voit, même si l'ONU est censée pouvoir être l'entité pour essayer d'harmoniser, d'essayer d'arrondir les angles, etc., force est de constater que là, elle y échoue. Mais elle y échoue aussi pour de bonnes raisons. Et je vais y revenir. Ce monde unipolaire, ça veut dire que c'est un pouvoir de décision, un pouvoir de gérance, d'ingérence, qui normalement doit être garanti comme étant quelque chose de démocratique. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'intérêt plus particulier des uns ou des autres à vouloir manipuler, contrôler, diriger, influencer à son intérêt le reste ou l'ensemble du reste. Sauf que ça, c'est ce qu'on explique sur le papier. Dans la réalité, vous savez très bien qu'à chaque fois qu'on a voulu créer des corporatismes, qu'on a voulu créer des unions, qu'on a voulu créer des alliances, il y a toujours un moment où vous avez des puissances qui ressortent plus que les autres et qui, par conséquent, de par leur levier, de par leur puissance, influent sur les autres. C'est-à-dire décident non seulement parfois dans l'intérêt contraire des autres, c'est-à-dire des partenaires, parfois obligent, parfois insinuent, parfois influent, parfois décident de façon hégémonique, décident de façon autoritaire. Et là, vous allez me dire, c'est l'Union européenne. Alors, oui, si vous connaissez les rouages de l'Union européenne, en effet,
elle est en train de prendre exactement cette direction d'une unipolarité, c'est-à-dire d'une entité qu'on installe au nom de la démocratie, au nom de l'équité, au nom de l'intérêt d'un ensemble, mais qui malheureusement finit toujours entre les mains de gens qui ne font que défendre les intérêts, les lobbies d'une minorité au détriment de la majorité. Et au moment où la majorité commence à se rendre compte qu'on est en train de les enculer, on va faire en sorte que ils peuvent être mécontents, ils peuvent être dans la contestation, etc. De toute façon, on leur laissera une petite marge de manœuvre pour contester. Mais, comme c'est déjà le cas d'ailleurs aujourd'hui avec la manifestation, la manifestation doit être déclarée en préfecture, et la préfecture vous dit « Ok, votre manifestation elle commence à 9h, mais à 6h, tout le monde rentre chez soi ». Et comme ça, vous avez un système qui permet de dire « La démocratie, elle fonctionne, la preuve, c'est que vous avez le droit de manifester ». Ouais, sauf que la manifestation, c'est-à-dire que les messages que vous essayez d'envoyer par le biais de la contestation et de la manifestation, en réalité, on s'en torche le cul avec. Mais on vous dira « Mais vous, voilà, vous êtes exprimé, vous avez la liberté d'expression ». Mais en réalité, votre liberté d'expression, on s'en branle, parce qu'on fait ce qu'on veut. Sauf qu'à un moment donné, évidemment, quand la contestation commence à se rendre compte que, en réalité, oui, elle a la liberté de contester, mais dans un certain nombre de codes, un certain nombre de cadres, et qu'en réalité, ça ne change rien parce que l'autorité, elle s'en branle. Elle s'en branle pourquoi ? Parce qu'elle vous maintient, elle vous contrôle. Donc voilà, c'est une forme d'application de ce qu'est aujourd'hui le monde unipolaire, c'est-à-dire que ce que localement on est en train d'installer, c'est ce qu'on veut installer à l'échelle internationale, c'est-à-dire considérer que sur 195 pays recensés, eh bien ces 195 pays doivent accepter la gouvernance mondiale. Cette gouvernance mondiale, alors après, comment définir les contours, comment ça peut fonctionner, est-ce qu'il y a un totalitarisme idéologique qui peut s'installer ? Oui. Est-ce que, au contraire, cette gouvernance mondiale peut considérer des autorités ou des gouvernances locales par les spécificités culturelles, linguistiques, intérêts, religieuses, etc. Oui, sauf que là, ça serait déjà admettre que l'unipolarité ne fonctionne pas. Donc, évidemment, les fers de lance et ceux qui ont décidé de vouloir installer le monde unipolaire, c'est évidemment l'Occident. Et cet Occident, c'est justement que faire intégrer l'unipolarité dans un certain nombre de pays, ça va nécessiter de les renverser. De les faire évoluer, de faire progresser leur mentalité, voire peut-être d'annihiler leur civilisation, parce qu'évidemment, elle sera totalement incompatible avec ce qu'on a l'intention de faire de ce monde unipolaire, voire même peut-être faire disparaître des pays. On l'a déjà fait avec la Yougoslavie. Pourquoi pas ? Et puis en face, vous avez l'idée du monde multipolaire. Et là, le monde multipolaire, eh bien, c'est tout l'inverse, c'est-à-dire essayer de développer une alliance internationale, mais où chacun garde sa souveraineté, mais que cette entité d'alliance chercherait tout simplement à arrondir les angles, à essayer d'arranger les conflits qu'il peut y avoir entre certains pays pour des conflits d'intérêts culturels, idéologiques, religieux, économiques, etc., avec une certaine coalition de puissances, évidemment, de puissances coalisées qui, sous l'idée, alors non pas d'une gouvernance mondiale, mais encore une fois de plus, d'un organisme type ONU, et d'ailleurs c'est ce que les BRICS aujourd'hui tentent de mettre en place, c'est-à-dire de mettre en réalité une alternative d'une sorte de comité international pouvant avoir les moyens d'interagir, de réguler, d'intervenir sur des terrains d'opération. C'est pour ça d'ailleurs que
l'ONU, et plus particulièrement les Américains, voient très très mal l'émergence des BRICS ou le développement des BRICS, parce que à terme, c'est bien le projet. C'est-à-dire que, évidemment, on peut dire les trois grandes puissances que sont l'Inde aujourd'hui, la Chine et la Russie, peuvent se donner les moyens de cette ambition. Avec un certain nombre d'autres pays, sauf qu'évidemment, chez les BRICS, il y a quand même un petit souci, c'est que ils sont obligés quand même de traiter avec des pays où la religion est quand même omniprésente. Ce qui n'est pas sans poser certains problèmes, encore une fois de plus, au sein même des BRICS, comme par exemple l'Inde qui a accepté bon an mal an des alliances avec l'Iran, mais a quand même dit oui, enfin bon, l'Iran, ok, machin, mais à l'avenir, nous, on s'opposera à l'intégration de tout autre pays musulman. Donc c'est pour ça que ça va être un petit peu compliqué quand même d'intégrer un certain nombre de pays, même si certains pays qui ont une religion officielle qui est la religion musulmane, elle n'a pas une incidence, elle n'a pas une influence considérable dans la gestion politique. Je peux prendre deux exemples. À l'opposé, vous avez par exemple la Tchétchénie, où en effet la Tchétchénie est un pays où la religion est omniprésente. À l'inverse, vous avez un pays comme le Kazakhstan, où le Kazakhstan, la religion officielle c'est l'islam, mais l'islam est totalement mise à l'écart de toutes les décisions, de toutes les idéologies, de tous les pouvoirs politiques. Alors évidemment, par contre, le point commun de ces deux pays, c'est que c'est quand même des régimes, on va dire des régimes autoritaires, à différents niveaux, mais autoritaires quand même. Comme je l'avais expliqué, si on a laissé Saddam Hussein, si on a laissé pendant un temps des gens comme Kadhafi en place, c'est parce que c'était des gens avec de la poigne, alors qui en effet, de notre point de vue, de la démocratie, des droits de l'homme, c'était des dictateurs, mais c'était des dictateurs qui avaient un intérêt, c'était des dictateurs qui tenaient sous leur pogne toutes les régions tribales, toutes les tribus, toutes les ethnies dont certaines ne pouvaient pas se blairer les unes avec les autres. Et la preuve en est, c'est qu'une fois qu'on a dégagé des gens comme Saddam Hussein ou Kadhafi, leurs pays sont devenus très rapidement des pays qui sont tombés dans le chaos, parce que tout d'un coup, il y a eu l'émergence de certaines tribus, de certains clans qui ont commencé à régler leurs comptes, parce qu'ils ne voulaient pas partager le pouvoir, ils ne voulaient pas faire d'alliance, parce qu'ils n'acceptaient pas la proposition de constitution, de régime, etc., parce que c'est eux qui voulaient le pouvoir, d'autres voulaient récupérer leur indépendance, enfin voilà, c'est indémerdable. C'est-à-dire qu'en réalité, les Américains avec l'Irak, l'Afghanistan et la Libye, on peut inclure aussi les Européens, c'est que finalement, leur intervention n'a fait que empirer la situation, n'a fait que rajouter du chaos dans ces régions. Donc c'est ça, le problème du monde unipolaire, c'est quand le monde unipolaire commence à faire de l'interventionnisme, pouvoir façonner à son image des pays. Alors, il y a des endroits où ça se passe bien, où ça s'est bien passé, je veux dire, après la chute de l'Union soviétique, tous les anciens pays satellites de l'Union soviétique, il y a des pays où ça s'est très bien passé parce que culturellement, ça pouvait s'adopter par nature, sans aucun problème. C'est des pays comme par exemple la réunification allemande, même si ça n'a pas été sans mal sur le plan économique et social, mais ça a été le cas pour la Tchécoslovaquie, qui finalement ont trouvé un bon compromis pour se séparer et devenir la République tchèque, la République de Slovaquie. Ça a été le cas pour la Lituanie, la Lettonie, l'Estonie, la Hongrie, la Bulgarie, la Roumanie, l'Arménie. Ces pays-là ont plus ou moins bien
accorder le violon avec les instances qui proposaient une aide, on va dire, ne serait-ce que par l'intégration dans l'Union européenne, par exemple, ce qui a été un bon sens pour certains pays, parce que ça permettait aussi de leur octroyer des subventions pour les aider à rattraper leur retard économique, industriel, civique, institutionnel, social, etc. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, quand vous allez en Estonie, en Lituanie, en Lettonie, quand vous allez en Tchécoslovaquie, enfin en Tchéquie, en Slovaquie, si vous allez même en Slovénie, en Serbie, quand vous allez dans les grandes villes, d'un coup vous êtes surpris, vous vous dites finalement ces villes-là, elles ressemblent un peu à nos villes européennes, quoi. Donc, par contre, n'allez pas trop dans les milieux ruraux, parce que les milieux ruraux, eux, par contre, sont restés un petit peu à l'image de pays qui sont encore un petit peu à la traîne dans beaucoup de domaines. Et inversement, dans le monde multipolaire, également, des pays qui ont accédé à leur indépendance, il y a quand même culturellement des accointances qui sont plus prononcées avec des voisins de certaines régions d'Asie centrale, etc., que d'adopter totalement des modèles occidentaux. Même si, encore une fois de plus, certains pays, surtout par exemple la Malaisie, les Philippines, sont des pays qui se sont bien accoquinés avec les modèles ultralibéraux occidentaux pour accéder à leur indépendance, non sans parfois poser problème sur le plan droit de l'hommisme, liberté, etc. Parce que, encore une fois de plus, ce sont des régimes que si on y adoptait des démocraties complètes, ça ne tiendra pas. Ça ne tiendra pas parce que vous auriez très rapidement des conflits naissants, émergents, de petits règlements de compte entre certaines communautés, entre certaines ethnies, voilà, des rivalités tribales qui finiraient par finalement détruire le modèle de démocratie. Comme par exemple, on peut donner l'exemple de la Birmanie qui tente de se démocratiser, mais malheureusement, ça ne se passe pas très bien parce que, encore une fois de plus, comme il y a eu des décennies de génocide, de discrimination sur des minorités, ces minorités aujourd'hui, elles veulent reprendre du poil de la bête et elles veulent prendre leur revanche. Les fameux Rohingyas, au même titre par exemple que les Ouïghours que vous avez en Chine, c'est pareil, c'est le même problème. C'est que si vous adoptez complètement un processus démocratique, liberté des droits de l'homme, etc., dans des pays où il y a quand même eu un historique plus ou moins contemporain de génocide, de discrimination, de mise à l'écart, de statut différentiel par rapport à la société, vous pensez bien que si vous faites partie de ces minorités qui ont été brimées, considérés comme des citoyens de seconde zone, il y a un moment donné où si la démocratie s'installe et que tout d'un coup vous avez les mêmes droits que les autres, ces droits vous allez vous en servir pour régler vos comptes avec les autres, ces mêmes autres qui vous ont brimé. Donc si vous voulez, le problème de ces pays-là, c'est que malheureusement il y a besoin d'avoir des régimes forts qui ne conviennent pas évidemment à des processus démocratiques, mais qui conviennent dans l'état de ce qu'est aujourd'hui, de ce que sont aujourd'hui ces pays. Et laisser le temps faire les choses. C'est-à-dire faire les choses de façon progressive pour enfin pacifier et faire disparaître les différends en faisant un travail énorme, en effet, de progressisme idéologique, de progressisme culturel sur les jeunes générations. C'est des processus qui se sont faits et qui se pratiquent encore aujourd'hui dans certains pays
où aujourd'hui vous avez 2-3 générations qui veulent l'entente, qui veulent l'alliance avec les ennemis d'hier, parce qu'ils savent que c'est la seule solution pour faire progresser leur pays, pour faire avancer leur pays dans le XXIe siècle. Et qui plus est, aussi à l'échelle de l'économie mondiale. Donc, mais malheureusement, ça veut dire abandonner certains modèles, des modèles sur lesquels certains font leur richesse. Donc évidemment, ceux qui font leur richesse sur ces modèles ne veulent pas voir disparaître ces modèles. Et c'est peut-être là le problème, c'est que l'idéologie du monde multipolaire a cette ambition d'essayer de trouver des chemins, alors très compliqués, très difficiles, de l'harmonisation. Alors que le monde unipolaire, lui, veut imposer, par la force s'il le faut, l'idéologie de ce monde unipolaire. Donc vous comprenez bien maintenant qu'à partir du moment où vous avez ce conflit entre ces deux concepts, vous avez les pays qui, eux, acceptent l'idée d'un monde multipolaire parce que ils savent que leur spécificité, leur particularité, leur culture, leur tradition, leur société sera respectée dans l'alliance internationale, tant sur le plan géopolitique que surtout économique. C'est pour ça qu'aujourd'hui, dans le monde pacifique, vous avez certains pays qui commencent à réfléchir que est-ce que ça ne serait pas mieux de jouer double jeu, c'est-à-dire de jouer le jeu des Américains, mais ne pas fermer la porte aux tenants du monde multipolaire, parce que peut-être que le monde multipolaire, on a peut-être plus d'intérêt à jouer avec eux, parce que ce sont souvent des acteurs de proximité. Alors que le monde multipolaire occidental, qu'est-ce qu'ils ont à offrir ? Pas grand-chose. Parce que force est de constater que les modèles qu'on a exportés dans certains pays n'ont pas apporté beaucoup d'intérêt, beaucoup d'avantages. Au contraire, ils ont apporté la fracture sociale entre une partie d'une population qui s'est enrichie à cause de leur appartenance au niveau de caste, au niveau de société. Il y a certains pays avec certaines cultures très particulières qui fonctionnent encore avec ce principe de caste. Les castes dirigeantes aujourd'hui, c'est elles qui ont le pouvoir. Et le petit peuple, lui, il est toujours asservi en soumission à cette caste dirigeante. L'Inde, par exemple. L'Inde a en effet fait énormément de progrès depuis son indépendance, mais elle n'en a pas pour autant abandonné certaines valeurs, certains principes traditionnels de la culture indienne, qui fait que, suivant votre appartenance sociale, vous avez plus d'aisance, plus de facilité à faire partie de la caste dirigeante et contribuer à préserver la soumission du reste de la population. Il y a un certain nombre de pays encore qui fonctionnent avec ce principe. La Chine, alors là, la Chine c'est complètement différent parce que c'est une république communiste, mais le communisme a bien su, au même titre que cela a été pendant l'Union soviétique, vous avez quand même une caste, la caste dirigeante, la sphère dirigeante, alors surtout militaire, puisque sans les militaires, je ne pense pas que le parti serait encore au pouvoir. Et donc, les milliardaires chinois qui se sont enrichis, ils se sont enrichis pourquoi ? Parce qu'ils ont réussi à avoir accès à cette sphère et avoir des avantages, avoir des bénéfices, avoir des facilités, à condition de s'engager moralement et politiquement dans l'intérêt du parti. C'est-à-dire que même s'ils ressemblent à des
des capitalistes par excellence, ils n'en sont pas moins en contribution et en soumission à défendre l'intérêt du parti, c'est-à-dire de la Chine communiste. C'est pour ça que certains milliardaires chinois ont fini par s'exiler dans d'autres pays pour, on va dire, bénéficier de certaines libertés du monde occidental, de pouvoir faire un petit peu ce qu'ils veulent. Sauf que il y en a beaucoup qui sont venus parce que la Chine, enfin tout du moins le Parti communiste chinois, c'est un régime fort, c'est un régime qui sait rappeler la morale à ses ouailles, même celles qui essaient de s'échapper, de s'extirper de cette morale, de cet engagement politique. Donc voilà, en réalité, le point culminant, je dirais le sommet aujourd'hui de la pyramide, dans lequel vous pouvez toujours puiser la cause par rapport à la conséquence. Et ce que je viens de vous expliquer, peut-être vous permet aujourd'hui de comprendre pourquoi on en est là aujourd'hui avec la guerre en Ukraine, qui n'est pas une simple guerre parce que Poutine veut reconstruire l'Union soviétique. Non, c'est parce que c'est une guerre de territoire, c'est une guerre de possession, c'est une guerre d'influence entre le monde multipolaire et le monde unipolaire, le monde multipolaire et le monde unipolaire. C'est-à-dire le monde unipolaire qui veut intégrer un certain nombre de pays autour de ceux qui sont les prétendants, qui sont les défenseurs du monde multipolaire, c'est-à-dire finalement les encercler, les isoler. Et l'Ukraine, malheureusement, ça ne s'est pas bien passé. Comme je vous l'ai dit, là où ça s'est bien passé avec des pays tels que la Lituanie, la l'Estonie, etc., la Pologne, petit à petit, on s'est rapproché de la Russie. On a réussi à intégrer des pays, alors que ce soit dans l'Union européenne, que ce soit dans l'OTAN, etc., dans une politique, dans un objectif d'isoler à la fois, en premier lieu, la Russie, faire tomber la Russie. Si on fait tomber la Russie, dans ce cas-là, tous les projets multipolaires et de développement économique de la Chine s'effondrent. Parce que la Chine aujourd'hui, je vous l'ai dit, elle a tout intérêt à garder de très bonnes relations avec la Russie parce qu'elle a des intérêts économiques avec la Russie. La Russie, ce sont des matières premières, ce sont des ressources, pétrole, gaz, ce sont des minerais sur lesquels la Chine a beaucoup de visées. Ça ne veut pas dire que peut-être un jour, le jour où la Chine se retrouve dans une situation économique désastreuse, qu'elle peut retourner sa veste et faire copain-copain finalement avec les Américains et aider les Américains à liquider la Russie. Ça, les Chinois, de toute façon, ça c'est peut-être le point commun et justement qui fait un petit peu le point de divergence c'est un point convergent avec les Américains et qui fait justement leur divergence, leur opposition. C'est que ils sont très individualistes et font tout dans leur intérêt. Ils ne partageront jamais, à terme, avec les autres. C'est tout pour leur gueule. Donc, voilà, à partir du moment où vous comprenez ça, et bien tout d'un coup, quand vous repensez à cette confrontation d'un monde multipolaire et d'un monde unipolaire, dans certains événements qui sont en train de se produire aujourd'hui à l'échelle internationale, tout d'un coup, vous dites, oui, il y a tout d'un coup un lien de cause à effet. Il y a tout d'un coup une réponse à la question « Pourquoi ?» Qui a des intérêts? Et justement, la fameuse question que je vous pose souvent, c'est « À qui profite le crime ?» en réalité. Et là, tout d'un coup, vous faites les connexions. Vous faites les connexions avec des révolutions dans certains pays de l'Est, vous faites des connexions avec des conflits dans certains pays africains, vous faites les connexions avec ce qui s'est passé dans certains conflits, le printemps arabe,
la volonté de faire tomber des dictateurs, etc., la guerre en Irak, la guerre en Afghanistan, etc. Je veux dire, tout d'un coup, vous comprenez les enjeux géopolitiques, économiques, qui ont fait que certains conflits qu'on a présentés comme des révolutions, comme des effondrements, etc., mais en réalité, tout était bien piloté à la base par des intérêts. Donc voilà. Alors, évidemment, il y a encore plein d'autres détails, éléments sur lesquels je pourrais vous expliquer des choses sur cette confrontation, cette lutte, cette guerre multipolaire aujourd'hui. Alors, pour terminer, évidemment, les tenants aujourd'hui qui se font la guerre en tant que représentation et en tant qu'intérêt dans cette guerre, c'est évidemment pour le monde multipolaire les Américains, mais les Américains, il faut les voir en tant que partenaires et instruments, mais en réalité, les maîtres du monde unipolaire sont en Europe, c'est la finance européenne, finalement. Et en face, évidemment, le monde multipolaire, c'est la Russie, la Chine, mais la Chine par opportunisme, soyons clairs. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on constate ? On constate que c'est l'Afrique. L'Afrique est certainement le continent qui, au XXIe siècle, va avoir une importance capitale dans les jeux d'influence. Pourquoi ? Parce que plus de la moitié des pays africains ont subi l'influence occidentale, que ce soit par les colonisations, etc. Même si, encore une fois de plus, attention, la colonisation, elle a créé certains pays. La colonisation est à l'origine de la création de certains pays africains, au détriment de certaines cultures, au détriment de certaines tribus, au détriment de certaines nations, enfin pas nations, mais certains peuples. Je prends souvent l'exemple des Touaregs, par exemple. Les Touaregs n'ont pas de pays, les Touaregs n'ont pas de nation. Ils sont partagés entre différentes nations parce que tout d'un coup, on a tracé des frontières à une époque où ces territoires étaient administrés, dirigés par des puissances occidentales. Donc, dans lesquels, à un moment donné, il y a en effet une majorité d'influences tribales, sociétales, culturelles, qui ont été dominantes et qui, au moment des indépendances de ces pays, ont été dominantes et ont fait ces pays, ont fait la culture de ces pays. Voire même ont pratiqué du génocide, et encore aujourd'hui, dans certains pays africains, vous avez des génocides sur certaines tribus. Regardez le Rwanda avec les Hutus et les Tutsis. Voilà, c'est un exemple le plus symbolique, le plus qui parle, je dirais, au commun des mortels. Mais malheureusement, il y a d'autres pays où il y a encore ces problèmes-là. Même dans des pays latino-américains. C'est encore des problèmes. Donc après, voilà, comme je vous l'ai dit, il y a après des spécificités, des rouages, des complications. Oui, de toute façon, c'est de l'usine à gaz. Mais au moins là, je vous ai donné quelque chose qui va vous permettre de comprendre l'avènement de certains événements qui sont déjà en cours, mais qui vont arriver dans les mois ou dans les années à venir. Et comme je vous le dis souvent, toujours vous poser la question, à qui profite le crime ? Sur ce, de toute façon, il y aura une continuité de cette évolution, de ce conflit, de ces deux concepts mondialistes. Parce que oui, économiquement, ce sont des mondialistes, que ce soit les unipolaires ou les multipolaires. La motivation essentielle est économique. Donc économique, mondialiste. Et oui, je vous apprends, Poutine est un mondialiste, lui aussi. Mais il est un mondialiste avec un concept de monde multipolaire. Et non pas le concept occidental unipolaire. C'est-à-dire laissant à un moment donné la domination et le pouvoir à un seul, au détriment de la majorité. D'ici là qu'on se retrouve pour une prochaine vidéo, portez-vous bien.